Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée aux affaires internationales sur Judaïque FM. Bonjour amis auditeurs. J'ai choisi pour cette première émission de 2020 un titre en forme de question. Macron, Poutine, le grand virage ? Point d'interrogation. En effet, depuis la rencontre des deux chefs d'État au fort de Brégançon le 19 août, il y a eu une série de déclarations et initiatives de notre président, semblant indiquer un tournant à 180 degrés par rapport à la fermeté affichée jusqu'à présent envers la Russie. Bonjour Nicolas Tenzer. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour rappel, vous dirigez le Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Vous donnez des cours dans des universités françaises et étrangères. On peut vous lire dans des revues de qualité. Et vous avez surtout une vision à la fois globale et éthique des événements internationaux, ce qui est très précieux. Nicolas Tenzer, lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron s'est montré chaleureux et il a évoqué le concept de la maison commune Europe, théorisé par Gorbatchev et balayé par les 30 ans qui ont suivi. Le journal Le Monde avait parlé d'un virage russe quelques semaines plus tard. S'agissait-il d'une posture gaullienne, plus de forme que de fond, ou d'un vrai changement ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs question dans celle-ci. La première, est-ce qu'il s'agit d'un virage à 180 degrés ? La réponse est clairement non. Si vous lisez ce que Emmanuel Macron écrivait dans son livre de campagne Révolution, si vous voyez ses positions en tant que ministre de l'économie en janvier 2016, notamment lorsqu'il était allé à Moscou, et même lors de la rencontre à Versailles avec Vladimir Poutine, on voyait qu'Emmanuel Macron a toujours été dans le en même temps. D'abord, une absence de naïveté à l'égard du régime russe, ce qui est tout à fait évident. On se rappelle des dénonciations notamment d'un certain nombre d'organes de propagande, etc. Mais d'autre part, il y avait déjà l'idée qu'il fallait non seulement discuter avec la Russie, ce que les gouvernements précédents ont toujours fait, mais également qu'il fallait essayer de faire quelque chose avec la Russie pour, selon les mots du président de la République, débloquer en quelque sorte les choses. On se souvient de ses paroles aussi sur les mots, je cite, qui nous impuissantent. En fait, Emmanuel Macron disait finalement on est dans une position où aujourd'hui on est dans un affrontement, mais cet affrontement ne mène à rien. Essayons de tenter quelque chose. Alors il l'a théorisé à Brégançon, il l'a répété notamment lors de son discours de la conférence des ambassadeurs fin août, et ceci a provoqué des réactions parce qu'on avait un peu le sentiment que le en même temps de jadis s'en trouvait déséquilibré. Et puis tout le monde se disait mais finalement qu'est-ce que ça peut entraîner et qu'est-ce que ça veut dire en termes de récit à partir du moment où on le sait la Russie commet des crimes de guerre en Syrie, a envahi l'Ukraine, n'est pas prête de reculer, continue à s'ingérer dans les affaires des démocraties, commet des assassinats de ressortissants à l'étranger, etc. Et donc là on a eu ce sentiment d'un déséquilibre et surtout on ne sait pas très bien où cela peut amener, compte tenu de la nature même du régime russe. Alors, deuxième question que vous posiez très rapidement sur la question du gaullisme. Il faut quand même rappeler, alors beaucoup parlent effectivement de cette synthèse gaulo-mitterrandienne, que le général de Gaulle a toujours été ferme avec la Russie, lors de la seconde crise de Berlin en 1961, lors des affaires, l'affaire des missiles de Cuba, et que lorsqu'il est parti en Russie, il a appelé clairement à la libération des peuples et promis un avenir de liberté pour les peuples sous domination soviétique. C'est bien de l'avoir rappelé. Alors, on se souvient aussi des propos d'Emmanuel Macron le 7 novembre dernier, disant que l'OTAN était, je le cite, en état de mort cérébrale. Comment les interpréter ? Est-ce que c'était une juste critique après l'offensive turque contre les Kurdes de Syrie, avec l'assentiment de Donald Trump, qui avait été décidé sans concertation des alliés ? Est-ce que c'était un appel à nos partenaires pour construire une vraie Europe de la défense, vu la menace réelle d'un isolationnisme américain ? Ou alors, carrément, un glissement neutraliste vers la Russie. Mais là, je crois que vous avez déjà répondu, il n'est pas question de renversement d'alliance. Non, il n'est pas question de renversement d'alliance, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron a posé des questions qui en elles-mêmes sont justifiées. Je pense qu'elles ont été très mal reçues par un certain nombre de nos alliés, précisément parce qu'auparavant, il y avait ce que vous aviez décrit comme un virage russe. Disons que la position de Macron aurait été beaucoup plus ferme a priori à l'égard de la Russie, et il n'y aurait pas eu ces propos
que beaucoup d'experts considèrent comme finalement non crédible sur une nouvelle architecture de sécurité avec la Russie, je pense que les critiques contre l'OTAN, ou en tout cas les interrogations sur l'avenir de l'OTAN, étaient parfaitement justifiées. C'est vrai qu'il y a quand même, et ça ne date pas uniquement de Trump, depuis Obama déjà, une forme non pas de désengagement américain de l'OTAN, mais quand même une vraie interrogation sur la crédibilité de la garantie, celle du fameux article 5 de défense mutuelle de l'OTAN. C'est vrai que malgré tout, il ne faut pas oublier que l'OTAN, c'est deux choses, c'est l'Alliance Atlantique et une organisation militaire intégrée. Et que de ce point de vue-là, si on regarde la Turquie notamment, dire qu'elle fait partie de notre communauté de valeurs pose un problème. Et Bien avec sûr. l'achat par la Turquie des SS-400 russes, on se dit, mais est-ce que vraiment c'est un allié fiable? Donc on a quand même des vraies interrogations, et une vraie interrogation qui consiste à se dire, si un jour le pire advenait, est-ce que les Américains se porteraient à notre secours? Moi j'ai vu ces interrogations, plutôt je les ai entendues déjà au Japon et en Corée du Sud en 2013-2014, donc bien avant Trump, d'une autre manière. Là, il ne s'agissait pas de l'OTAN, bien sûr, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette garantie américaine? Essayons de bâtir quelque chose. Le vrai problème, c'est qu'il ne faut pas, évidemment, déshabiller Pierre pour habiller Paul d'une certaine manière, et qu'aujourd'hui, il est évident que l'Union européenne n'est pas en mesure, en sera-t-il jamais question, de procurer une garantie de défense à un certain nombre de pays européens, qui est celle que l'OTAN apporte aujourd'hui. C'est ça la vraie interrogation. Absolument. Alors, juste avant la dernière question, peut-être une allusion à l'actualité. Alors, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails de l'élimination donc, du général Soleimani, de la grave crise entre les États-Unis et la Russie. Mais en un mot, est-ce que vous pensez que la position française, je ne parle pas de la position des médias, mais la position politique est équilibrée? Moi, je pense que la position est équilibrée et qu'elle est d'une certaine manière dans le meilleur de cette tradition gaulo-mitterrandienne. Le général de Gaulle apportant, je l'ai rappelé, son soutien aux États-Unis lors des graves crises, Mitterrand faisant de même lors de la crise des euromissiles. Et là, on a quand même un allié. Et il y a eu surtout ce rappel quand même très clair par Emmanuel Macron du fait que Soleimani était un criminel, que c'était un assassin, que l'Iran était un pays terroriste et en tout cas criminel, et qu'il n'était pas question, évidemment, de passer sous silence ce que le président a rappelé, qui est la menace de déstabilisation totale par l'Iran du Moyen-Orient, notamment Irak, Syrie et Liban. Maintenant, s'il faut aller assez loin, il faut voir que la Russie et l'Iran sont quand même fortement alliés en Syrie, que l'une et l'autre commettent des crimes de guerre, et que maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour éliminer cette menace russo-iranienne au Moyen-Orient? Et là, on est toujours sur cette question qui n'est pas simple, évidemment. Comment la traite-t-on? Alors, toute dernière question. Donc, Nicolas Tenzer, vous avez écrit le 20 octobre un article tout à fait remarquable dans la revue The Conversation. J'invite les auditeurs à s'y rapporter, où vous déconstruisez les arguments utilisés par ceux qui, comme l'ancien ministre Hubert Védrine, au fond, nous invitent à coopérer avec la Russie au nom du réalisme. Et alors, les défenseurs... Oui, cette position est évidemment totalement absurde. Voilà. Parce que le vrai réalisme, Raymond Aron l'avait bien dit en son temps, ça consiste quand même à regarder la réalité en face. Et la réalité, la première, c'est quand même la menace russe, qui est une menace systémique, totale, pour nos démocraties, pour les droits de l'homme, pour les organisations internationales, pour le droit international. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dire qu'il y a des intérêts géopolitiques de la Russie éternelle, c'est totalement faux. La Russie de M. Poutine ne défend pas les intérêts bien compris du peuple russe. Au contraire, il appauvrit le peuple, il appauvrit le pays à moyen terme par une politique aventureuse et renforce les risques même pour ce pays. Donc, on a toute une forme de réalisme finalement à la petite semaine que promeuvent un certain nombre de pseudo-théoriciens, qui est effectivement très, très dangereuse, parce qu'elle conduit à baisser la garde et à ne pas voir que derrière quand même le réalisme, il y a une autre réalité qui est celle des peuples. Les peuples qui veulent la liberté. Et cette puissance des peuples qui veulent la liberté, que ce soit en Syrie, que ce soit à Hong Kong, que ce soit dans les rues d'Alger, que ce soit en Irak, en Égypte, etc., eh bien, ces peuples-là, nous devons les intégrer dans une réflexion géopolitique. La géopolitique archaïque qui considère uniquement les grands États et oublie à la fois les
peuples et les petites nations dont parlait Milan Kundera, c'est une géopolitique qui est non seulement très nuisible et ne correspond pas à nos traditions et à nos valeurs, mais aussi tout simplement totalement fausse. Tout à fait. Et encore une fois, j'invite nos auditeurs à vous lire, parce que vous rappelez tous les épisodes qu'on a vécus en Europe, la chute du mur de Berlin, et puis cette libération des peuples d'Europe de l'Est, dont vous êtes très proche. J'espère qu'on en reparlera dans une autre émission, Nicolas Tenzer. Et ils sont gommés, ils sont oubliés. On confond finalement les régimes et les peuples. On propose aussi, ce qui est insupportable, une vision essentialiste des nations, comme si les peuples... Absolument, et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, vous parliez de Hubert Védrine, je me rappelle un entretien qu'il avait accordé au journal Le Monde, où il disait, finalement, il faut prendre nos pertes, je le cite, sur la Syrie et sur la Crimée. Je veux dire, c'est certainement pas gaulliste, ce propos. C'est défaitiste. Je suppose effectivement qu'on puisse abandonner des peuples, des nations qui luttent pour la liberté. Et je trouve que c'est totalement, effectivement, erroné et très dangereux pour le futur de l'Europe. Eh bien, un grand merci, Nicolas Tenzer, pour avoir parlé encore une fois d'une façon aussi claire que riche, en tout cas en informations, je pense, pour nos auditeurs que j'invite à vous suivre et à vous lire. J'espère donc, amis auditeurs, que ce petit entretien vous aura un peu éclairé sur tout ce qu'on dit sur la politique extérieure de la France, parce qu'il y a souvent beaucoup de bêtises qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Merci Nicolas Tenzer. Merci Jean Corcos. Et amis auditeurs, je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée aux affaires internationales sur Judaïque FM.